Donc, à cause de la grande amitié entre la France et l'Italie, on va faire cette conversation en français. Ah oui. Et on ouvre ça? Ça marche, hein? Ça marche. Oui, ah oui, bon, oui. formidable. Oh, ça marche. incroyable. Incroyable, oui, Oui. c'est pas normal, ça. Oui, oui. Mais alors, Bertrand, avant tout, merci pour être venu encore une fois ici à Bologne, au Cinema Ritrovato. Je crois que tu es le cinéaste qui est venu plus souvent ici au Cinema Ritrovato et ça, pour nous, c'est comme une belle médaille qu'on garde. C'est un plaisir aussi que de venir. Et donc, tu nous amènes 2 épisodes de ton voyage à travers le cinéma français. Demain, à 5h30, dans cette salle, il y aura l'épisode 3, Chansons et Duvivier. Et lundi, à 12h, le 6e épisode, Les Oubliés. Donc, je voudrais commencer de ton énorme documentaire, ton voyage dans le cinéma français, qui est un film de 3h15 et qui est une série de 9 heures. Oui, à peu près 8 heures. J'aurais aimé que ce soit 10 heures, j'aurais aimé que ce soit plus, mais c'est une série qui est née de... Comment dire, ce film était devenu un exercice de frustration, le long métrage, parce que il y avait tout ce que je n'arrivais pas à mettre. Il y a un moment où la dramaturgie du film t'imposait d'éliminer. M'a posé des limites. Il y avait des cinéastes qui entraient, d'autres qui n'entraient pas. Je ne pouvais pas arriver. Le film, il a pris sa propre vie, et je me retrouvais avec des dizaines de cinéastes ou de films ou de compositeurs à qui j'avais envie de rendre hommage, à qui j'avais envie que j'avais envie de saluer, que j'avais envie de remercier. Et donc, c'était difficile de faire un numéro 2, un film numéro 2, donc on a pensé à une série. J'aurais adoré avoir suffisamment d'argent pour faire 10 épisodes. J'ai pu en faire 8. C'est des achats. J'ai laissé... Il y a des bouts qui sont montés, à demi montés, sur Verneuil, Franju, des cinéastes oubliés, sur Christian Jacques, sur les policiers français, sur les nanars, sur sur aussi des cinéastes que j'aurais voulu inclure, comme Louis Malle ou Caillat, sur le policier français aussi. Bon, ça, j'ai pas pu le mettre. Ça reste comme un peu une tristesse. Peut-être qu'un jour, on pourra le reprendre. Et puis des compositeurs aussi qui restent. J'ai pu rendre hommage à un compositeur extraordinaire qui est Jean-Jacques Runenval, qui est le compositeur des 2 premiers films de Bresson, compositeur de beaucoup de films de Becker, le compositeur de Henri Decoing, de La vérité sur Bébé Donge, et aussi d'un des 2 courts-métrages tournés par Pierre Rissian. Il avait été trouvé, Jean-Jacques Runenval, qui avait tout à fait accepté de faire la musique. Et j'ai eu quand même un grand plaisir, parce qu'à la suite de cette série, à la suite de la diffusion de ces films, j'ai pu obtenir qu'il y ait 2 concerts avec les orchestres de Radio France, dans lesquels on a rendu hommage à ces compositeurs de musique de film qui ne sont pas joués en France, où on préfère jouer Hans Zimmer, on préfère jouer les musiciens américains, mais Maurice Jaubert, Joseph Kosma, Paul Misraki, Georges Van Paris, ou Georges Auric, je ne parle pas de Honegger, Jacques Ibert, Darius Milhaud, ne sont pas joués en concert. Et donc c'était une occasion, enfin, de faire un coup de chapeau à ces compositeurs extraordinaires, et dont la réputation était extraordinaire. Vous savez, Jacques Ibert,
qui est quelqu'un qui n'est jamais cité dans les histoires du cinéma, ou très peu. Il a été un des compositeurs favoris du Vivier, mais Orson Welles le prend pour faire son Macbeth. Et la musique de Macbeth est absolument magnifique. Et Ibert en a tiré une suite qui n'est malheureusement jamais jouée non plus. Alors, ça a permis, ces deux concerts ont permis de rendre hommage, et surtout ont permis, il y a une des raisons pour lesquelles certaines de ces musiques ne sont pas jouées, c'est que les éditeurs ont égaré, perdu, détruit, quand il s'agit de boîtes américaines, détruit, de la même façon que les studios américains ont détruit des négatifs de films, notamment de films muets. Les éditeurs ont détruit des partitions, et que vous allez, par exemple, à Warner Chappell, il n'y a plus rien sur la vérité sur Bébédonge. Et pendant ce temps, comme c'est une boîte américaine, ils veulent garder 50% des droits. Mais si, c'est impossible d'exploiter la musique. Donc, on a pu obtenir que deux très bons compositeurs, Bruno Fontaine, lors du premier concert, reconstituent par exemple la musique de La Grande Illusion, dont les partitions n'existent plus. Il n'y a jamais eu de disque, jamais eu un enregistrement de cette musique. Donc pour la première fois depuis 1937, dans ce concert, on entendait la musique du film français le plus célèbre de tous les temps, et dont on ne jouait jamais, l'extraordinaire musique de Cosma, de La Grande Illusion, qui est le film, peut-être, qui m'a fait prendre conscience de l'importance de la musique de film. Bruno Fontaine a aussi reconstitué Monsieur Arcadine, musique de Paul Misraki, qui n'existait plus, et Rafle sur la ville. Là, c'était un tout petit peu plus facile parce que Michel Legrand avait gardé un conducteur, et avec l'aide de Michel, c'était la première partition jazz pour grand orchestre dans le cinéma français. Une musique, selon ce que m'a dit Michel, tout à fait en hommage à des gens comme Alex North. Et bien, cette musique, on ne pouvait jamais la trouver. Maintenant, elle existe. Et Louis Dunoyer de Segonzac a enregistré, dans le deuxième concert, a reconstitué La vérité sur Bébédonge. Ovation dans la salle, ovation lors de la découverte de cette musique qui avait 20 ans d'avance, cet ostinato à la Philippe Glass. Il a reconstitué la partition de Remorque de Grémillon, là, qui, pour Henri Dutilleux, elle était la plus belle musique du cinéma français. Et il avait reconstitué celle de Justin de Marseille, de Jacques Ibert, qui est aussi magnifique et qui montre aussi que ces musiciens étaient très influencés par des compositeurs comme Kurt Weill ou Paul Dessau. Voilà, donc c'était l'une des conséquences, je trouve, bénéfiques de cette série, à part que de faire sortir à peu près une cinquantaine de films en DVD, de les faire restaurer, des films dont certaines boîtes, certaines compagnies ne savaient pas qu'ils les possédaient. On faisait découvrir, on a fait découvrir à certains qu'ils avaient les droits des films. Ça a été restauré et qu'il y a eu cette musique, qui a permis en tous les cas. Alors j'ai une liste d'à peu près une douzaine de films sur lesquels il faudrait faire le même travail quant à la musique. Et maintenant, si tu veux organiser un concert à Bologne, là, de musique de film, on a les partitions de films que l'on ne pouvait pas jouer il y a encore un an. On ne pouvait... Donc ça, c'est une nouvelle extraordinaire, et en effet, on va le faire l'année prochaine. Oui. Comme ça, tu auras une autre raison pour venir. Absolument. Mais je trouve très intéressant ce que tu racontes, parce que je pense qu'en France, comme toujours, vous êtes plus avancé, parce que j'ai toujours eu l'impression que les compositeurs, par exemple, les compositeurs italiens qui ont
ont fait de musique absolument extraordinaire, qui probablement sont les musiques plus populaires du XXe siècle. Je dis Rota, Fellini ou Morricone, Sergio Leone, ou beaucoup de grands compositeurs qui ont eu des relations très étroites avec un ou plusieurs metteurs en scène. Mais ces compositeurs gigantesques sont toujours considérés comme d'une deuxième ou troisième classe parce que justement ils ont eu le succès à travers le cinéma, donc à travers qu'ils ont comme perdu la pureté de l'art de la musique. Et même Morricone parle toujours de son activité de compositeur de la musique concrète, et il parle avec beaucoup moins de joie de son travail de compositeur pour les cinémas. Oui, parce que je trouve qu'il y a peu de travail sur la musique de film au cinéma. Ouais. En France, il y a eu 1 ou 2 ou 3 livres. Il y a eu récemment, en dehors du livre de François Porcil, un très beau livre sur Maurice Jaubert. Mais Maurice Jaubert reste, qui est un compositeur immense. Je le dis, moi, dans le long-métrage, 50% de son œuvre n'a toujours pas été enregistrée. Parce qu'il y avait, en effet, un mépris, de toutes les façons, de l'intelligentsia, un mépris pour des gens qui faisaient de la musique de film, c'est un travail de saltimbanque, c'est populaire. Jacques Prévert a écrit un texte extraordinaire de défense de Jaubert et du fait que le mépris qu'affichent les tenants d'une musique dite sérieuse vis-à-vis de lui, vis-à-vis de Jaubert. Et ce texte devrait être publié, republié, médité, parce qu'il avait beaucoup d'avance. En plus, il en existe une version où c'est Prévert qui le lit, et c'est vraiment très émouvant. Il a écrit un poème, d'ailleurs, aussi sur Jaubert, mais c'est vrai que ces gens-là ils ne sont pas pris au sérieux. Dans les bouquins sur quelquefois les études merveilleuses qu'il y a sur certains cinéastes, les compositeurs sont très peu cités. Or, on sait que, par exemple, que Becker avait un rapport très étroit avec Grunenwald, Jean-Jacques Grunenwald, très étroit, que Bresson a travaillé très près sur Les Anges du Péché et Les Dames du Bois de Boulogne avec Jean-Jacques Grunenwald. Mais c'est vrai, oui, ils sont pas connus. Quand un compositeur qui a travaillé, qui a fait plusieurs de mes films, puis qui a fait aussi des films de Godard, de Truffaut, qui est Antoine Duhamel, a reçu l'ours d'argent ou d'or, je ne sais pas, pour la meilleure musique de film pour Laisser passer, il a pris le prix en disant « Merci de me donner une récompense pour une musique qui n'a été mentionné par personne dans les critiques quand le film est sorti. » Et il recevait un ours d'or pour une musique dont personne n'avait parlé. Tous les gens l'avaient complètement ignoré. Oui, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage d'avoir une telle surdité et surtout de ne pas avoir compris qu'il pouvait avoir un compagnonnage extraordinaire entre certains compositeurs européens et certains metteurs en scène européens. Aux États-Unis, c'est différent. Les gens devaient utiliser les compositeurs du studio et souvent n'avaient pas leur mot à dire. Quelques cinéastes, Wyler, et à partir d'un moment Hitchcock, certains cinéastes pouvaient. Mais le nombre de témoignages que j'ai eus comme quoi la plupart des réalisateurs ne venaient même pas à l'enregistrement de la musique ou au mixage. Même pas. Quelquefois, ils n'y avaient pas le droit. On leur soumettait le résultat. Et par exemple, John Ford se contentait de dire, quand on lui disait, voilà, vous avez tel compositeur, qu'il n'avait pas pu imposer le compositeur de son choix, il lui disait, alors, n'essayez pas d'abîmer le moins possible mon film avec votre musique.
C'est à peu près tout ce qu'il lui disait. Donc, à ton avis, il y a une histoire de la musique pour le cinéma européen et il y a toute autre histoire pour le cinéma américain. Oui, je dis à quelques exceptions près. Je pense qu'il y a des metteurs en scène et c'est aussi le rapport avec le compositeur est une très bonne porte d'entrée. Par exemple, c'est vrai que Milestone est un homme qui 3 fois impose à Aaron Copland. Et tout d'un coup, ça dit beaucoup de choses sur Milestone, d'imposer un musicien qui était à l'époque aussi révéré, mais aussi vraiment considéré comme un compositeur très très sérieux. Or, c'est peut-être le seul metteur en scène. Wyler fait appel à Copland, mais Milestone, c'est surtout... Et Copland fera une suite, écrira une suite d'après, par exemple, Le Poney Rouge de Milestone. Donc là, ça témoigne d'une sensibilité de Milestone, d'un intérêt de Milestone que je ne vois jamais évoqué. Je ne vois jamais évoqué dans aucun texte. Donc je pense qu'il y a en effet une porte que moi j'ai essayé d'utiliser tout le long dans le cinéma français. Par exemple, le fait que Duvivier ait écrit 25 chansons et qu'il ait eu, confirmée par son fils, une correspondance assidue avec des gens comme Ibert, avec Wiener, que l'un des derniers projets de Duvivier, on est tombé dessus par hasard, c'était de faire Casque d'Or. Rappelons que c'est lui qui avait eu l'idée originale de faire le film et qui avait écrit un premier scénario et que ne pouvant, étant bloqué par son contrat avec Cordal et Hakim, ont donné le film à Becker qui ignorait que Duvivier faisait. Becker a fait le film. Duvivier a fait un procès au Hakim, l'a gagné. Normalement, il aurait dû être mis co-auteur du scénario, mais en revanche, il a reçu une somme importante d'argent qu'il a donnée à l'association des auteurs de films. Mais l'un des projets de Duvivier était de transposer Casque d'Or dans une sorte de drame musical un peu après le succès de West Side Story, et il avait contacté Lalo Schifrin. Lalo Schifrin avait fait 3 musiques de films à ce moment-là. Ça prouve que Duvivier avait repéré le talent de Lalo Schifrin, et je crois que Stéphane Le Rouge avait trouvé une maquette. On trouvait la maquette d'un morceau de musique écrit par Schifrin pour cette transposition de Casque d'Or aux États-Unis. Voilà, donc ce sont des choses comme ça qui sont passionnantes et qui expliquent quelque chose sur Duvivier. Grémillon, on est obligé d'utiliser la musique pour comprendre, d'abord parce que c'était un compositeur lui-même et qu'il avait des rapports extrêmement forts avec ses compositeurs. Avec Roland Manuel, je pense que qui commençait à travailler dès l'origine du scénario. Je pense que le compagnonnage de Vigo et de Jaubert permet d'expliquer beaucoup de choses dans La Talente. Donc oui, c'est une porte d'entrée extrêmement productive. Et je le dis toujours, là je vais beaucoup me répéter, mais dans de très nombreux cas, le compositeur devient le premier analyste et le premier critique du film, puisque la musique qu'il va faire a été inspirée par les images, par le montage. Donc, on peut dire qu'il est en train... Il parle du film. Et je pense que la musique de Jaubert parle magnifiquement de La Talente, et parle du lyrisme de Vigo, et parle de la tendresse de Vigo, et parle de... Mais elle en parle magnifiquement. Et donc, c'est passionnant de voir les rapports très intimes entre René Clair et Georges Van Parijs, très, très intimes, où Clair allant donner... Moi, j'ai un document formidable, on a trouvé, où Clair dit à Van Parijs de démarrer tous les morceaux sur une gamme ascendante, puisque... Dans Les Belles de Nuit, puisque Gérard Philippe est professeur de piano, on va utiliser une gamme ascendante, et à la fin de la gamme ascendante, il faut trouver un pont pour aller vers un thème de valse. Mais tout doit démarrer par une gamme ascendante qui rappelle qu'il est professeur de piano. Ça,
Je sais pas, il n'y a pas beaucoup d'exemples comme ça dans le cinéma américain, d'un rapport aussi intime entre un réalisateur et un compositeur. Henri Decoing était quelqu'un qui travaillait très très fort avec ses compositeurs et qui était absolument passionné de musique. Et non seulement il fait appel 2 fois à Henri Dutilleux, là, qui est le plus grand compositeur du français de la deuxième partie du XXe siècle, mais il va avoir des idées souvent de musique qui sont très en avance. Il va demander une partition de jazz à Dutilleux, ça c'est quand même assez marrant, pour le Café du Cadran, et une partition de musique qui n'est pas une musique de film. C'est une musique qu'on entend que quand on ouvre ou les fenêtres ou les portes du café, parce que c'est la musique qui vient du café d'en face. On est en 47, je crois, le film. Il n'y a pas un critique qui note que c'est une véritable ambition de ça, de ne pas avoir de musique de film, mais de n'avoir qu'une musique source. Ça. Et Decoing, pour La Chatte, pourtant qu'en apparence c'est un film commercial, il fait une note à Cosma en disant qu'il ne veut aucun thème mélodique, rien, il ne veut que des effets sonores qui ne soient pas mélodiques, qui soient que des bruits, et rien, pas de... et il va être le seul metteur en scène qui va aller chercher le pape de la musique concrète, Maurice Henry, pour quand il fait Maléfice. C'est la seule partition. Donc, vous avez ce cinéaste qui a fait preuve souvent d'une ambition dans le choix des compositeurs, Henri Sauguet, et allant chercher des gens, Grunenwald, là, à plusieurs reprises. Et donc, voilà, je trouve que c'est une très bonne manière d'entrer dans leur univers, ça. Que ça dénote une nouvelle sensibilité, une nouvelle curiosité, une nouvelle culture, et qui vaut le coup, et qui nous entraîne très loin de toutes les querelles absurdes sur vieux cinéma, nouveau cinéma. Parce que dans ces cas-là, ces gens-là étaient très, très, très en avance. Très en avance. Ils avaient une ouverture d'esprit qui était extrêmement forte. Et souvent des audaces avec les compositeurs que retrouveront, par exemple, des cinéastes comme Godard quand il travaille avec Antoine Duhamel ou Georges Delerue. Peut-être si può applaudire. Non, merci Bertrand pour cette leçon sur la musique et notamment sur la musique dans le cinéma français, très étonnant. Tu nous amènes sur des parcours très personnels et il y a cette dimension avec toi rarissime, grand cinéaste. Les cinéastes, les artistes sont des artistes aussi pour un côté d'égoïsme et ta générosité envers les autres, les cinémas est une chose rare et extraordinairement précieuse. Mais tu es bien placé pour parler d'une autre grande question. Ci n'ha ritrovato dans ces années, on a ajouté une section documents et documentaires. Les nombres de documentaires sur les cinémas augmentent chaque année. Chaque année, le plaisir et l'angoisse de voir plus de films sur les cinémas. Et j'ai voulu commencer avec toi et avec aujourd'hui les premiers documentaires qu'on a montrés ce matin. C'était le film de Shivendra Singh Dungarpur, qui a fait un documentaire de 7h30 sur Jiri Manzel. Donc là, tu l'as battu d'1 heure. Oui. Mais lui, il me bat parce que
c'est sur un seul cinéaste. C'est ça. Moi, j'ai pas réussi à faire 7h30 sur Autant Lara. Mais alors, là, je trouve extraordinaire ce que tu as fait, ce qu'il a fait, comme je trouve aussi extraordinaire tous les documentaires qu'on présente cette année. Mais j'ai aussi l'impression que les formats de la télévision, d'un côté, donc la limitation, le mot incunaire, faire vite, ça empêche de regarder vraiment en profondeur, d'un côté, et de l'autre côté, il y a les problèmes de coût des extraits qui donc imposent souvent, comme hier disaient les auteurs du documentaire sur Jean Gabin, oblige un metteur en scène qui doit parler du cinéma de le faire sans montrer les films, chose qui est vraiment un paradoxe. C'est un énorme problème, et il y a beaucoup de documentaires sur le cinéma qui sont faits avec très peu d'argent, et qui du coup sont pas très intéressants parce qu'il n'y a pas d'extrait, où il n'y a que des bandes annonces, et que finalement, comment peut-on faire un documentaire sur un cinéaste sans avoir des extraits? Et les très très grands documentaires sur les cinéastes, on les connaît, ils ont de larges extraits. Et par exemple, quand Peter Bogdanovich est parvenu à régler les problèmes des extraits avec Turner, son film sur John Ford est devenu absolument formidable. Formidable, parce que là, il avait besoin d'extraits qui soient longs, qui soit parlant. Et c'est vrai que ça, c'est un problème. Alors, aux États-Unis, il commence à être tourné, et en France, il faudrait qu'on puisse arriver à imposer ça avec les sociétés d'auteurs. Il y a la possibilité de prendre des extraits si c'est pour une œuvre de création, vraiment qu'on prouve, et que ça n'est pas un truc publicitaire, ça n'est pas... Si c'est un vrai documentaire de création, il y a la possibilité d'avoir un prix plancher. Par exemple, Raoul Peck, dans I'm Not Nor Negro, a pu prendre de larges extraits de films qu'il a payés assez peu cher parce qu'il a utilisé ce qui est accepté par les guildes, qui est accepté, qui a un prix, il y a un prix comme ça, un prix plancher. Et nous, on est arrivé à tourner ça. Après, souvent, dans l'ensemble, la plupart des sociétés l'ont accepté. Mais on avait un prix qui n'était pas énorme, mais qui était quand même correct. On payait 1 000 € la minute. Et on est arrivé à avoir l'accord de tout le monde. Ils y voyaient finalement leur intérêt. Il y a eu 2 ou 3 personnes qui essayaient de demander 8 000 € les prix. Je veux dire, il faut faire une différence. Si on vous prend un extrait pour une émission très populaire du dimanche après-midi, ça, vous avez le droit de demander 5 000, 6 000 €. C'est normal. Ou pour un film publicitaire, c'est ça. Mais d'arriver à imposer, mais en même temps, il ne faut pas... Sinon... on mettra en chantier des centaines de documentaires comme ça. Il faut qu'il y ait un vrai travail de réflexion, de recherche d'archives, une vision personnelle, là. Et à ce moment, je pense qu'on y arrivera, ça. Mais déjà, le problème de la télévision, moi j'ai eu un tout petit peu plus de mal en travaillant sur les épisodes, c'est d'imposer un espèce de minutage très précis. Et heureusement, l'un des coproducteurs pour la télé était Ciné+, et il me disait, écoutez, vous me donnez 56, vous me donnez 51, vous me donnez 59 minutes, je m'en fiche. Donc, comme c'était lui qui passait en premier, après les autres étaient forcés d'accepter. Mais d'une certaine manière, presque France 5, qui pourtant, on n'a jamais réussi à rencontrer personne de la direction, personne qui n'a été intéressé par discuter sur ce projet. Je n'ai jamais même rencontré l'attaché de presse qui avait exigé de figurer sur le générique. Je ne l'ai jamais vu. Mais donc, c'est vrai que là, on peut tout d'un coup, en effet, avoir des problèmes
des problèmes de temps qui vous limitent. Et c'est vrai, on le sent. Le premier montage du John Ford de Bogdanovich, il était moins bien. Il avait pas... le film, il avait besoin d'une vraie ampleur. Il avait besoin de trouver... C'est ce problème des cases. C'est ce qu'on vous entend dire à la télévision. Moi, c'est mes documentaires. Il y a quelqu'un du service public m'a dit le problème avec vos documentaires, c'est que ce ne sont pas des produits. Ah, c'est sûr. Oui. Donc, on n'arrive pas à trouver de cases. Donc, je leur avais répondu, mais vous avez qu'à inventer des cases pour accepter les films. Vous en aurez pas des centaines de films comme ça. Donc, trouvez-lui une case. Trouvez-lui une case. Un film, il trouve son temps. Si c'est un film de fiction, ils sont obligés de passer. Ils sont obligés de passer, je ne sais pas, le dernier film de Tarantino, ils seront obligés de le passer. Il fait au-delà de 2 heures, mais ils seront obligés de le passer. Ils trouveront bien une case pour ce film. Pourquoi est-ce qu'ils n'arriveraient pas à trouver une case pour un documentaire en cherchant un peu? Donc, mais il y en a, je trouve, de plus en plus et de plus en plus des intéressants. Récemment, grâce à Arte, il y avait un beau documentaire sur John Ford. Oui, très beau. Hein? Très, très beau. Qui était vraiment réussi, avec là aussi des extraits. Vraiment des extraits, des interviews, des choses intéressantes. Là, c'était vraiment pas mal. Donc, il y a je pense qu'il y a une possibilité, et justement, parce qu'il y en a qui étaient... Et je sais que mon copain Hubert Niogret, parfois, il bouffait son moi quand il devait faire des films avec que des bandes annonces, hein, parce que ça ne. Puis, alors maintenant, les bandes annonces sont payantes. Oui, c'est bon. Et c'est pas intéressant quand même pour illustrer le talent d'un cinéaste, vous montrez une bande annonce qu'il n'a pas montée lui-même. C'est difficile de trouver le génie du metteur en scène. Oui, d'arriver à pointer le génie du cinéaste. Voilà, ben c'est un vrai problème, mais je suis content qu'il y en ait de plus en plus, qu'il y ait des gens, de même qu'aux États-Unis sortent de plus en plus de biographies qui sont très fouillées. Récemment, il y en a une sur Michael Curtis qui est formidable. Il y en a une qui vient de paraître sur Clarence Brown. Il y en a une sur Mel Brooks, comme ça. Et ça, je trouve que c'est très réconfortant qu'il y ait tout ce travail. Il y en a peu sur Henry King. Oui, très peu. Il y en a peu. Il y en a une très ancienne que j'ai. De Scarecrow Press. Oui. Puis il y avait eu la belle rétrospective de Saint-Sébastien, oui, avec alors, les très beaux catalogues. Très beau catalogue de Saint-Sébastien. Ouais. Oui. Mais par exemple, les interviews qu'il a données à David Shepard, ils sont fragmentés dans divers bonus de DVD du cinéma muet. Où il faut prendre Tollable David pour avoir tout d'un coup... Oui, quand même, il y a le très beau documentaire qu'on a montré hier et avant-hier, qu'on va remontrer dans la semaine, King of Movies, dans lequel on entend lui parler, assez extraordinaire. Ah bon, ça, je le connais pas du tout. Alors, Bertrand, une question, je ne sais pas s'il y a une réponse, probablement ce n'est pas une bonne question, mais j'ai envie de te la poser. Donc, est-ce que tu penses que les cinéastes qui aiment regarder les films des autres, qui connaissent l'histoire du cinéma, font des films différents de cinéastes qui ne connaissent rien? Je sais pas. Il y a des... J'aurais du mal à répondre à ces questions. Je sais qu'il y a des gens qui connaissent vraiment bien le cinéma et qui font des films passionnants. Il y en a, notamment durant l'âge d'or, ce qu'on appelle l'âge d'or du cinéma américain, il y en a dont on ne sait pas à quel point ils connaissaient les films des autres. Il faut se méfier parce que il y avait beaucoup de projections en Amérique où les gens s'invitaient chez les uns, chez les autres pour voir des films. Donc c'est assez compliqué. Et finalement, notamment dans les années 20 et au début des années 30, des gens comme John Ford ont vu beaucoup plus de films qu'ils le prétendent. Parce qu'il y avait aussi ce côté,
en Amérique, on ne veut pas passer pour intellectuel, on ne veut pas avoir l'air de dire qu'on s'y connaît, donc on cache la vérité. On cache un peu la vérité. Mais je pense que ça aide forcément. Tu vois, on posait cette question à Paul Léoto, l'écrivain Paul Léoto. On lui disait, mais le fait que vous ayez lu autant de livres, est-ce que ça fait que ça vous pose des problèmes pour écrire vous-même? Et il avait répondu, est-ce que le fait d'adorer les femmes, là, vous gêne pour faire l'amour? Hein? Pas mal, très belle réponse. Et je trouve c'est bien. C'est une question qu'on ne posait pas aux écrivains. Je veux dire, Stevenson a écrit des essais extraordinaires sur la fiction, et je pense que peut-être que ça a affûté certains de ses livres, et que ça a donné... C'est difficile de voir. Je ne vois pas en quoi la curiosité et l'ouverture d'esprit pourraient avoir un effet négatif. Je ne vois pas. J'ai du mal à... Voilà, j'ai du mal à le... Et on s'aperçoit qu'il y avait certains cinéastes, par exemple dans la biographie de Clarence Brown, l'auteur montre que Brown connaissait extrêmement bien le cinéma européen. Et que c'était quelqu'un qui connaissait les villes, qui connaissait la France. Et d'ailleurs, il y a un truc qui ne trompe pas, ça mériterait presque c'est que dans certains des films muets, et puis le début des parlants, quand on est dans des restaurants, les menus sont toujours en français, et les 9 fois sur 10, les plats sont incroyablement élaborés. Il y a le consommé en écailles de tortue renversé. Il y a des plats qui ont l'air... Alors, il y a 1 ou 2 erreurs, mais relativement peu. Mais en tous les cas, il prend le soin de faire des inserts de menus avec, sur au moins 5 films, des menus qui sont très, très détaillés, avec la liste des hors-d'œuvre, des plats, des trucs comme ça. Donc... oui, il s'intéressait à une autre culture. Il était, et ça, c'est sûr que chez certains cinéastes actuels, vous le trouverez jamais, même quand ils font des films historiques. Et alors, on a le privilège de t'avoir ici, et donc je pense que tu as étudié le programme du Cinema Ritrovato, et donc je suis très curieux de savoir. Qu'est-ce que tu vas suivre? Là, c'est une course perpétuelle ici. On passe son temps, c'est un peu comme à Telluride, ou dans des festivals comme ça, là aussi, c'est un exercice de frustration. Parce qu'il y a des films qu'on loupe. Là, pour le moment, je suis en train de louper Quick Millions, que je voulais revoir. Chef-d'œuvre. Oui, chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre de Roland Brown, absolument chef. Et film alors d'une rapidité. Je crois qu'il fait 66 minutes, oui. Un truc comme ça. Ah, c'est avec la meilleure, l'une des meilleures échanges de répliques de fin de film de toute l'histoire des années 30. Là, la toute fin, c'est absolument prodigieux. La concision, l'ellipse, le genre. Bon, enfin, il y a énormément de... Alors, comme je suis obligé de terminer 100 ans de cinéma américain, donc je profite pour voir ou revoir des films américains, par principe, de préférence, par exemple, au documentaire sur Jerry Menzel, je préfère, puisque là, j'y ai un intérêt personnel. Par exemple, State Fair, que je viens de revoir, et qui est que j'avais mal vu. Film étonnant, hein? Ah, qui est un film étonnant, totalement contrôlé par Henry King. C'est vraiment un film où le metteur en scène est le maître à bord. Alors là aussi, musicalement, c'est intéressant. Extrêmement peu de musique. Il y a une musique qui éclate dans le premier tiers, c'est quand on ouvre la radio, et que tout d'un coup, il y a une musique, mais avant. Et il y a la musique, la vraie... Alors sinon, il y a la musique de la foire. La musique qui éclate, c'est
lors du premier élan amoureux qu'il y a entre Margie et le reporter, et qu'elle va se lever contre lui. Et là, c'est le premier moment, et on est assez tard dans le film, où il y a ce qu'on peut appeler une vraie musique de film, qui est d'ailleurs très, 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 très belle. Très, très belle. Voilà. Mais le film, moi, m'a étonné, et j'ai envie d'aller voir les autres. Je voudrais voir donc, le documentaire sur King. Je vais essayer de revoir un certain nombre. Mais il y a beaucoup, beaucoup de films qui m'intéressent. Moi, je connais bien les Felix Feist qui sont... et qui posent aussi une question. Pourquoi ce metteur en scène, dont la carrière est très, très erratique, pourquoi, à 5 ou 6 reprises, a-t-il été véritablement inspiré par des films comme The Threat, Devil Sums the Ride, enfin ça, et qu'il a fait, c'est l'homme qui trichait avec lui, de Mahmoud Cheat, ouais. Des films noirs qui sont épatants, quand par ailleurs sa version de Donovan's Brain n'est pas très intéressante, qu'un certain nombre de... Moi j'ai été revoir des films de Feist, et beaucoup sont totalement indifférents. Mais totalement indifférent. Et alors là pour ce genre de metteur en scène, il faut chercher. Hein, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a rencontré un producteur qui le pousse? Est-ce que sont les chefs? Parce qu'il faut bien savoir que pour énormément de cinéastes, alors surtout 30 et début 40, ce n'était pas eux qui choisissaient les positions de caméra. Hein. Ce n'est pas eux qui déterminaient les angles. C'était le chef opérateur. Ils expliquaient ce qu'ils voulaient dans la scène, même Kazan le dit très très bien. Kazan dit, il avait un extraordinaire chef opérateur, très bon producteur, il dit, qu'est-ce que tu veux obtenir? Dis-moi ce que tu veux obtenir, et je vais te le donner. Je vais te le donner dans le liste de Brooklyn, je te donnerai ce que tu voudras. Mais Kazan dit toujours, le film où j'ai décidé par moi-même de mettre la caméra à un endroit et de choisir un objectif, c'était Panique dans la rue. Avant, il n'y en a aucun. Et il dit qu'à la Warner, il n'y avait qu'un seul metteur en scène qui, lui, choisissait tous les angles, les mouvements d'appareil, qui décidait par lui-même, ce n'était pas le chef opérateur, c'était Anatole Litvak. Il dit que c'était le seul. Et d'une certaine manière, c'est pour ça que Cagney ne s'entendait pas avec lui. Parce qu'au lieu de tourner plan d'ensemble, plan rapproché, gros plan, et puis de le faire très vite, comme ça, on met la caméra, donc et ça va à toute vitesse, et Cagney aimait beaucoup ça, qu'on tourne vite. Litvak élaborait des mouvements compliqués qui forçaient Cagney d'apprendre beaucoup de répliques, puis de se placer bien pour la lumière. Et il n'aimait pas du tout ça. Il n'aimait pas du tout. Mais il dit, il n'y a pas d'autre personne à la Warner à ce moment-là qui faisait ça. Donc, qu'est-ce qui se passe avec Felix Feist pour que tout d'un coup... Parce que vous voyez la Taverne des Révoltés, c'est totalement indifférent. Totalement indifférent. Donc, c'est un metteur en scène. Tomorrow is Another Day. Alors, il y a un très bon livre au départ. Il y a un bon bouquin. Mais c'est un sujet, là, pour Philippe Garnier. Il n'y a que Philippe Garnier qui peut répondre à ça. Mais c'est extrêmement passionnant. Qu'est-ce qui fait que, tout d'un coup, quelqu'un va être intéressé? Donc, oui, j'ai plein de films. Il y a plein de films dans les restaurations en couleur que j'ai envie de voir. Dans les choix de Dave Kerr, tout ça, il y a énormément. Et puis des Gabins. Et puis il y a les Gabins. Les Gabins, mais je les connais bien. Mais c'est sûr que même Cœur de Lilas, j'aimerais bien le revoir, qui est un très très beau film. Très beau film. Et il y a pas mal encore de films français dans le programme. Il y a Tony, il y a Plaisir. Tony, c'est un chef-d'œuvre. Hein. C'est un chef-d'œuvre, Tony. C'est un film qui est totalement inspiré, qui est incroyablement actuel sur le problème de l'immigration. Et là, c'était les Italiens qui étaient plutôt les émigrés. Oui. Là, c'était les Italiens. Là, maintenant, on est passé à d'autres personnes. Mais c'est un
Et c'est un film qui a une respiration, qui a une générosité. Alors c'est intéressant aussi, quand on lit le très bon bouquin de Mérigeau, de voir que Renoir, et il n'est pas le seul dans les cinéastes, arrive à faire disparaître des collaborateurs. Par exemple, c'est seulement en lisant le livre de Mérigeau que j'ai découvert qu'il y avait eu un co-scénariste allemand qui avait eu un rôle très important dans toutes les élaborations des premières versions du scénario. Et après, qui disparaîtra des génériques, qui ne sera jamais mentionné par Renoir. Mais ça, il y a un moment, il y a sans doute la mémoire, il y a le fait de vouloir quand même se valoriser, de la même façon que dans son merveilleux documentaire, La bataille de Midway, Ford, petit à petit, évacue les deux autres caméramens. Hein, et ces derniers récits, c'est comme s'il avait tout filmé lui-même, à tel point que les deux caméramens avaient pris une page dans le Hollywood Reporter. Pas l'American Cinematographer, pour dire, mais attendez, moi j'étais sur le porte-avions, c'est moi qui ai filmé tout ça, et moi j'étais dans la rue, et les immeubles qui s'écroulent, vu de la rue, Ford, il était sur le toit, là, pendant ça, il ne pouvait pas les filmer, mais il les avait petit à petit évacués. Hein, il disait, oui, j'ai tout... À nous, quand on l'a vu, il disait, j'ai tout photographié moi-même. Oui, voilà. C'est normal. Enfin, c'est un truc. À certains moments, les gens finissent par se centrer sur eux-mêmes. L'ego prend le dessus. Alors, pour terminer, je voulais évoquer aussi une autre partie de ta vie et de ton engagement, c'est-à-dire le travail en tant que cinéaste européenne vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis de... Alors, peut-être un mot. C'est une bataille continuelle. Mais l'Europe est une bataille continuelle. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvés souvent avec des cinéastes un peu de tous les pays. Les cinéastes là-dessus, il y a eu une solidarité, mais ça a commencé très tôt. Ça a commencé quand il y avait eu la négociation des premiers traités à Bruxelles à l'époque, comment s'appelait le Britannique, Sir Brabham, ou je ne sais pas trop quoi, c'était terrible. Et là, on se trouvait, très souvent, on s'est trouvé à la fois contre les fabricants de technologie. Alors, les fabricants de hardware qui sont là. Et par exemple, pendant très 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 longtemps, la commissaire à la concurrence ne recevait et n'a reçu qu'une seule fois en 5 ans les auteurs de films, les auteurs et les réalisateurs. Et heureusement, après, quand elle a quitté, pour aller d'ailleurs dans une de ces boîtes de technologie, là, elle a été poursuivie. Elle a été poursuivie. Il y avait eu dans son mandat, il y avait des trucs qui collent. Il y avait eu conflit d'intérêts à plusieurs reprises. Hein, la commissaire à la concurrence hollandaise, je me rappelle, qui était d'une sécheresse et qui expliquait que les auteurs de films étaient le plus grand obstacle à la diffusion des films. Oui. Quand ils luttaient contre la piraterie, quand ils luttaient contre les trucs comme ça. Ah, voilà. C'est qu'on était les ennemis. Qu'on voulait imposer la copie privée, des choses comme ça. C'est vrai qu'on s'est retrouvés à de très, très, très nombreuses reprises dans des combats face à des gens qui, soit, c'était le cas de toute une partie de la commission, avalisent, acceptent et défendent la vision américaine, hein, soit des gens qui confondent. Il y avait un commissaire, alors il était où? Lituanien, c'était le commissaire avec lequel on a eu on s'est bagarré, Ansip, qui lui expliquait un truc et il confondait les matchs de football avec les œuvres de création.
Pour lui, son obsession, c'était les matchs de football. C'est j'ai un truc qui me permet de voir, je sais pas, il avait un abonnement qui me permet de voir des matchs. Mais quand je suis à l'étranger, je ne peux plus les voir. Donc, ce qui était un problème qu'il devait régler avec des trucs comme Canal+, ce n'est pas un problème. Mais il voulait le régler en tirer une loi par rapport à la fabrication des films. Donc, dire que comme les matchs de football devraient être permis, quoi qu'ils soient diffusés tout le temps, et les films pareil. Les films, on essayait de lui expliquer que ce n'était pas le même financement, pas le même, ça n'avait pas le même programme, ça n'avait pas la même vie. Je veux dire, un film sera vu, on peut penser, même s'il y a des matchs qui sont revus en replay, mais il sera revu plus de fois et plus longtemps qu'un match de foot. Et pas de la même façon. C'était... Mais pratiquement, on sortait un mur. Là, tu te dis que l'Europe, elle va être très, très dure à faire. Quand on a quelqu'un qui n'est préoccupé, qui dit « Moi, quand je suis en Grèce, je veux pouvoir voir mes matchs de foot. » Et vous vous dites « Mais donc, qu'est-ce que ça a à faire avec le financement de mes films ?» Et le metteur en scène anglais, allemand, italien lui expliquait ça. Mais que peut-être un film, quand on le fait, ben, en Italie, les gens qui l'ont financé ne voudront pas le sortir en même temps qu'en Allemagne, parce qu'il y a pour certaines raisons, il doit sortir en salle, il y a des saisons qui sont meilleures. Ils ne voulaient rien entendre de ça. Rien. Alors ça, l'Europe, quand vous avez affaire à des gens comme ça, c'est très, 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 très dur. C'est très dur, mais c'est comme l'écologie. Alors, on est forcément, je trouve que il y a des petits changements, mais sur beaucoup de points, l'Europe était à la traîne. L'Europe était un pays qui permettait les paradis fiscaux de manière incroyable. Ça, M. Juncker en était l'un des apôtres. Et là, l'Europe, elle est complètement négative. Et c'est cette Europe qui finit par avoir une très mauvaise image et qui autorise. Cette mauvaise image permet tous les débordements extrémistes. Au lieu de se corriger, de cette image, je dis que la première chose, ce serait de corriger les paradis fiscaux, de corriger les inégalités, d'avoir une politique écologiste, d'avoir une politique de salaire. Non, il faut mieux détruire l'Europe, hein, on va dire. Donc, mais c'est un combat perpétuel. C'est un combat, moi je m'en étais tiré, à un moment, quand on était auditionné par ce type qui a été finalement... ça a raté. Il a voulu aller trop loin, trop souscrire aux Américains, et les Américains ont tellement demandé que finalement ça s'est retourné contre eux. Mais je lui avais lu des passages des mémoires de Michael Powell qui plaidaient pour en quoi c'était extraordinairement important, notamment dans les périodes de crise, de garder un cinéma national qui arrive à vendre une image nationale et à pouvoir donner l'image, le pouls d'un pays. Et ce qu'ils avaient réussi, il y avait eu des lois formidables imposées par Churchill. Donc je lui disais, vous êtes complètement retardataire par rapport à Churchill, qui avait autorisé les films, donné une licence de film, une obligation d'être diffusés dans les salles, tout pour pouvoir que ces films donnent une image au monde de l'Angleterre qui se battait contre le nazisme. Et que donc, là-dessus, Corda, Powell expliquait en quoi c'était important d'avoir un cinéma national. Alors ça, je lui avais lu ça. J'avais dit, comme il était anglais, je lui avais dit, donc, vous êtes absolument contre Churchill. Comme ça. Je le voyais à la mention de ces gens qui ne devaient pas du tout connaître. Je le voyais ouvrir des yeux exorbités. Ça, je me souviens de ça, mais ça m'avait assez amusé. Voilà. Mais c'est dur. C'est un combat qui doit continuer. Et ce qui est embêtant en France, c'est que nous avons un gouvernement qui dit qu'il fait des choses, mais en fait, qui ne les fait pas. C'est un gouvernement... Ça, c'est pas seulement en France. Hein? C'est pas seulement français, ça. Oui, il est génial dans l'art de la novlangue,
là, de pratiquer la langue, de dire nous sommes pour l'écologie, mais en attendant, nous allons autoriser le glyphosate, nous allons autoriser tous les trucs là, nous allons supprimer des trains et autoriser des centaines de camions sur les routes, mais nous sommes pour l'écologie. Voilà, nous sommes pour la diffusion du savoir, mais nous allons fermer la moitié des classes d'options cinéma dans toutes les petites villes. Et dans tous les petits villages où les gens qui veulent découvrir le cinéma ne pourront plus. Mais nous sommes pour la défense des villages fragiles, des zones... Nous sommes pour, mais nous fermons tout. Nous fermons les services publics. Mais néanmoins, nous sommes pour. Voilà. Ça, pour le moment, c'est avec une brutalité. Je pense que la brutalité qu'il y a dans une partie du gouvernement, elle est d'ailleurs semblable à celle de l'état-major français en 1914-17 par rapport dans les mesures. C'est exactement pareil. Et quand on leur dit qu'il y a des pertes, qu'il y a des gens qui souffrent, on disait à Nivelles, dans votre offensive, il y a 65 000 morts en 40 minutes. Il dit, ça prouve que nous sommes en train de gagner. Oui, ben c'est pareil devant la grève des urgentistes, devant certaines choses des gilets jaunes, c'est pareil. Les gens éprouvent la même insensibilité, là maintenant, et c'est donc on n'est pas forcément d'un optimisme, mais il faut continuer. Mais en tout cas, c'est sûr, nous sommes pour le cinéma et nous sommes pour les bons films. Oui, nous sommes pour le cinéma, moi je sommes pour l'Europe, nous sommes pour le cinéma, pour un cinéma qui ait une vraie diffusion de films européens en Europe. Ça devrait commencer comme ça, ce serait la première règle. Mais il faudrait, oui, ben et je pense que des festivals comme ça, mais en même temps, il ne faudrait pas que ces festivals deviennent un alibi pour qu'on ne fasse rien d'autre que ces festivals. Bien sûr. Voilà, ça c'est le grand problème, parce que les gens... Ça c'est seulement les commencements. Oui, voilà, on vous laisse libre, vous avez le festival, vous pouvez passer vos petits films en version originale, des films tchèques, des films autrichiens, des films moldaves, vous avez tout ce qu'il y a, et puis alors après, plus rien. Il n'y aura rien, il n'y aura pas de film noir et blanc sur les chaînes publiques, hein, plus de films noir et blanc, plus de vieux films, plus d'émissions sur le théâtre, plus d'émissions sur la musique, plus d'émissions sur le jazz, tout ça, fini. On ne fera plus ça. Il faut qu'on ait un festival et essayer qu'il y ait une diffusion aussi des œuvres un peu partout. Grazie Bertrand. Merci.